un objectif qui est défini du redressement des comptes de la nation, de l'équilibre du budget de la France, alors je pense qu'il faut regarder cette impopularité avec un peu plus de recul que l'instantanéisation qu'on lui a donnée. Maintenant, il faut que le gouvernement, le chef de l'État lui-même, sur les dossiers aussi sensibles, marque le cap fermement, dans le même temps marque aussi la démarche et ne recule pas sur un certain nombre de points, pas sur l'écotaxe que je viens de demander à l'instant, mais ne prenne pas des mesures qui n'ont pas été suffisamment testées. Je pense deux mesures. Une mesure qui a été prise sur l'épargne la semaine dernière, qui est une mesure technocratique, qu'on a sans doute donnée au ministre comme une solution à trouver quelques dizaines de millions d'euros, mais qui dans le même temps a des effets dévastateurs dans l'opinion et dans les sondages. Je crois que et donc du coup, le gouvernement recule, ça prend pour des reculades finalement. Bien sûr, et j'ai un autre exemple aujourd'hui sur la santé, dans le domaine d'un dossier que je connais un peu mieux, qui est demain l'exercice de la profession vétérinaire, sur lequel, si on y prend garde, il faudra aussi reculer demain. Donc je crois qu'avant d'avancer des mesures qui rapportent en fin de compte peu d'argent, mais qui sont très impopulaires parce que mal comprises, parce que souvent injustes ou mal expliquées, il vaut mieux y regarder deux fois avant de les prendre et ainsi avoir l'adhésion du peuple. Votre collègue sénatrice Marie-Noëlle Lienemann laissait entendre il y a peu de temps qu'elle était pour un remaniement le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas si le remaniement ou si quoi que ce soit de ce genre soit de nature à changer les choses. Il y a un gouvernement qui est là, il est là depuis 1 an et demi. Il a pris la mesure de la difficulté. Il faut laisser du temps encore? Je crois qu'il y a des échéances normales. Les remaniements intempestifs sont un fusil à un coup, une solution qui n'apporte pas, en général, j'allais dire, à tous ces problèmes, des solutions faciles. Quelle serait la solution? Il reste peu de temps avant les élections municipales. Est-ce qu'il faut le remanier maintenant, tout de suite? Attendre? En amont? Non, je ne pense pas qu'il faille remanier dans l'immédiat. C'est pas ça. Le chef de l'État, on a la seule responsabilité. C'est pas aux parlementaires de demander. Je ne pense pas que Marie-Noëlle Lienemann a raison de demander un remaniement. Ce n'est pas aux parlementaires de le demander. C'est aux parlementaires d'éclairer le gouvernement, de l'accompagner, de l'aider. Ce n'est pas à eux de rythmer la vie des gouvernements. Merci beaucoup François Patriat d'avoir répondu à nos questions. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre du droit des femmes, porte-parole du gouvernement, s'installe. Merci beaucoup François Patriat. On vous laisse repartir. Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour, vous allez être auditionné au Sénat dans très peu de temps, notamment sur votre futur texte sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour arriver à une égalité parfaite, si on espère avoir cette égalité? Alors, je vais être auditionnée plus précisément sur le budget qui est le mien pour cette année 2014, mais enfin, évidemment, ça se rejoint. Ce qu'il manque, je crois que c'est... Le nerf de la guerre, c'est encore une fois l'argent. C'est l'argent, exactement. Ce qui manque, c'est tout simplement une action volontariste et dans tous les domaines où les inégalités se manifestent encore aujourd'hui, c'est-à-dire en premier lieu dans l'entreprise, dans le monde du travail, où on sait qu'il y a encore des inégalités professionnelles importantes, mais aussi partout ailleurs, dans l'accès aux responsabilités, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la lutte contre la précarité des femmes. On sait qu'elles subissent quand même un certain nombre de fragilités, par exemple le temps partiel, qui est une réalité très importante pour les femmes actives. Eh bien, si on veut mettre fin à des inégalités, il faut lutter contre ce temps partiel. Les femmes qui sont mères isolées à la tête de familles monoparentales, c'est une réalité très importante. Ça aussi, il faut mieux les protéger, leur donner les moyens de subvenir à leurs besoins, tout simplement. Donc, ce sont des sujets nombreux. Et alors, justement, est-ce que vous allez avoir les moyens de votre ambition? Écoutez, le budget est plutôt en hausse. C'est un petit budget, hein. Oui, c'est un budget de moins de 25 millions d'euros. Mais enfin, c'est vrai que le gouvernement a souhaité manifester l'importance qu'il accordait à ce sujet qui, pendant longtemps, vous vous en souvenez, n'avait plus de ministère de plein exercice. Il n'y avait pas de ministère en charge du droit des femmes. Et donc, le retour d'un tel ministère, le fait d'avoir un gouvernement totalement paritaire, le fait d'avoir déjà pris des mesures importantes, je pense par exemple à la parité dans les conseils généraux ou un certain nombre de mesures en matière d'accès à la santé, le remboursement de l'IVG, etc. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous pouvons à la fois nous reposer sur un premier bilan et espérer aller plus loin. Donc, il faut se donner les moyens d'y aller. Question aussi, vous avez entendu, vous êtes porte-parole du gouvernement, donc question d'actualité qui touche évidemment là aussi aux droits des femmes quelque part. Cette pétition qui se sont appelés les 343 salauds, très précisément, une proposition, contre la proposition de loi de pénalisation des clients de la prostitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des personnes assez célèbres, je pense à Frédéric Beigbeder ou encore Nicolas Bedos, un acteur, un comique. J'ai eu l'occasion de dire que je trouvais ça assez malvenu et même limite indécent, en tout cas la comparaison avec la pétition dite des 343 salopes en son temps, puisque cette pétition à l'époque visait
pour les femmes à obtenir le droit de disposer librement de leur propre corps. Et aujourd'hui, les 343 salauds revendiquent d'utiliser le corps des autres. Et donc, ça n'est absolument pas la même philosophie, le même esprit. Et je crois qu'il y a quelque chose de très gênant. En tout cas, moi qui me mettrais mal à l'aise que d'utiliser un symbole comme celui-là pour un combat comme le leur. Voilà, je ne sais pas si c'était de l'ironie, si Peut-être de c'était l'humour, il y a des du humoristes premier visiblement degré, dedans. mais en tout cas, ils sont mal tombés dans tous les cas. Alors, autre polémique qui agite évidemment l'actualité du jour, vous l'avez peut-être entendu ce matin à la radio, les propos de Marine Le Pen qui font aussi la une du journal Le Monde, le dérapage de Marine Le Pen qui, concernant les otages, elle juge leur accoutrement, si je peux m'exprimer ainsi, et la barbe qu'il portait, indigne. Elle est revenue un petit peu sur ses propos, mais c'est vrai que ce matin, quand on l'a entendu, ça faisait un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai commenté ces propos aussi, j'avoue, Oui, dans vous la avez foulée. tweeté. Oui, dans la foulée, parce que j'ai été absolument atterrée en les entendant. C'est vrai, et il faut qu'on fasse attention à ne pas banaliser aussi ce type de propos. Elle est passée maîtresse dans l'art de dire des choses qui semblent relever du bon sens et qui, en réalité, sont tout bonnement inadmissibles. On parle d'otages qui étaient en détention depuis plus de 3 ans, qui ont vécu dans des conditions qu'on peut imaginer totalement infernales et qui reviennent sur le sol français. Tout le monde devrait se réjouir de leur retour, les accueillir les bras ouverts, être heureux pour eux, être heureux pour leur famille. Au lieu de quoi, Madame Le Pen trouve un sujet à exploiter politiquement, leur tenue vestimentaire. Croit-on vraiment que les otages ont eu la liberté de la tenue vestimentaire qu'ils portaient? Croit-on vraiment que c'était le sujet prioritaire pour eux que de savoir comment ils allaient s'habiller en débarquant de l'avion qui les ramenait enfin auprès des leurs? Oui, Bon, je crois qu'elle aurait mieux fait de se taire. Elle a dit peut-être que mes propos ont été un petit peu mal compris. Voilà ce qu'elle dit. Oui, mais vous savez, quand on est un responsable politique, quel que soit le bord, quelle que soit la couleur, on doit surveiller et maîtriser ses propos. Comme le dit Le Monde, c'est un dérapage. Pour vous ? Pour le moins. Mais je ne crois pas que ce soit un dérapage. On parle d'un dérapage lorsque l'expression est allée plus loin que le fond de la pensée. Je crois que l'expression de Marine Le Pen était au contraire tout à fait cohérente avec le fond de sa pensée. Cet après-midi, le président de la République reçoit les dirigeants de clubs de football sur la taxe, on va parler d'économie, sur la taxe à 75% pour les entreprises et notamment les clubs de football. Est-ce que vous considérez que les clubs de foot sont une entreprise comme une autre ? Je crois que dans cette période où on demande à chacun de faire des efforts et aux salariés qui gagnent plus que bien leur vie, plus d'1 million d'euros, de faire un effort supplémentaire en payant cette taxe, eh bien les footballeurs doivent être considérés en effet comme des contributeurs comme les autres. Et si les footballeurs se trouvent être dans notre société actuelle parmi les mieux payés, en tout cas les footballeurs professionnels à ce niveau-là, parmi les mieux payés, eh bien ils doivent être parmi les plus contributeurs d'une certaine façon. Je ne vois pas très bien quelle raison il y aurait de les exonérer de cet effort collectif. Non. Donc la porte est fermée, il n'aurait même pas Une possibilité discussion de discuter ou en tout cas d'avoir quelques, on va dire, quelques garanties supplémentaires avec le président de la République. Une réunion a lieu cet après-midi, en effet, notamment avec le président de la République, qui a accepté d'entendre leurs arguments, d'écouter en tout cas, d'écouter leurs arguments. D'entendre. Elle n'est pas finie, la réunion, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions. Mais je crois à nouveau, si vous m'interrogez à titre personnel, que tous ceux qui ont les moyens de contribuer à cet effort exceptionnel qui est demandé pour un temps limité, doivent le faire. Peut-être, mais juste pour finir sur cette question, vous entendez aussi les clubs de football qui disent nous, on n'est pas le Paris Saint-Germain et Monaco parce que ce sont les clubs les plus riches. Il y a des clubs qui sont beaucoup moins riches et qui ne pourront pas forcément payer cette taxe à 75% et qui, du coup, eh bien, vont être ruinés. Mais si vous commencez à raisonner comme cela... C'est eux, c'est pas moi. Enfin, en tout cas, si on commence à raisonner comme cela, toute entreprise aura ses bonnes raisons de ne pas obéir à la règle générale qui est fixée. Toute autre entreprise pourra argumenter du fait que son secteur traverse une crise particulière, qu'elle se doit d'être particulièrement concurrentielle avec d'autres pays, etc., pour ne pas respecter cette règle. L'impôt, je crois que ça doit être un principe général qui ne souffre pas d'exception. C'est à partir du moment où on commence à admettre des exceptions qu'on en remet en cause, y compris la légitimité. Donc non, je ne vois pas vraiment de raison d'y céder. Quelques mots encore d'actualité, après je vous laisse évidemment partir pour votre audition. La Bretagne, l'écotaxe, depuis ce matin on enlève les portiques. Est-ce que vous craignez encore les manifestations prévues ce samedi, notamment à Quimper ?
Il ne s'agit pas de crainte. En revanche, le gouvernement ne souhaite pas de débordement, en effet, mais c'est la règle pour nous, quel que soit le sujet, quel que soit le contexte, nous ne souhaitons pas de débordement. Le Premier ministre a pris une décision importante en suspendant l'application de l'écotaxe. C'est une façon de remettre tous les acteurs de ce dialogue qui est en construction en ce moment, notamment dans la région Bretagne, autour de la revitalisation économique du territoire, de remettre tous les acteurs autour de la table dans un esprit constructif et pas dans un esprit de barricade ou de Mais pourtant, il y a débordement des de craintes violence. pour les manifestations, encore une fois, samedi, qui s'annoncent peut-être encore violentes. Il y a eu encore eu des actions ce matin. Oui, nous prenons les mesures qu'il faut pour éviter que les choses ne dégénèrent, mais surtout le signal que nous envoyons à tous les salariés, à tous ceux qui se battent en Bretagne, à tous ceux qui craignent pour l'avenir. Et c'est vrai que la Bretagne a souffert d'un certain nombre de crises, dans le secteur agroalimentaire en particulier. Le signal que nous envoyons, c'est que nous répondons à leurs difficultés. Nous avons mobilisé tous les moyens de l'État, notamment pour accompagner les salariés de Doux ou de Gade et faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas sans aucune solution lorsque leurs entreprises ont été mises dans les difficultés qu'on sait. Nous allons continuer. Il y a un plan État-région qui est en préparation actuellement et qui va permettre d'apporter des réponses à leurs inquiétudes. Comme promis, je vous laisse partir. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Et j'accueille Gérard Longuet. Bonjour, sénateur de la Meuse, UMP. Bonjour. Bonjour Gérard Longuet. Vous êtes en pointe en ce moment sur le dossier des retraites. Vous pensez que... Tout à l'heure, on discutait notamment avec la porte-parole du Parti socialiste. Là, la porte-parole du gouvernement vient de partir. Elle nous disait que pour l'institution Sénat, ce qu'il se passait en ce moment, le fait de détricoter un petit peu tout le texte venu de l'Assemblée nationale était un mauvais coup porté au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense exactement le contraire. Je pense que le gouvernement a commis une erreur en retenant la procédure accélérée, la procédure d'urgence, sur un sujet qui est important, certes, mais qui, par son ampleur même, exige du temps, de la réflexion et de l'échange. Et le travail de la Commission des affaires sociales, qui est un travail approfondi, et qui, au terme de ces travaux, a débouché sur un vote à peu près incompréhensible, est exactement le résultat de cette précipitation. Il fallait prendre son temps. Deuxième problème, le gouvernement n'a pas de majorité, et plus exactement, il est trahi par sa propre majorité. Là, vous pensez à qui? Vous pensez au Vert? Le Parti communiste ne fait pas partie de la majorité, oui, non? Le Parti communiste fait partie de la majorité. Oui. Au deuxième tour, il vote à gauche. Pas partie du gouvernement, en tout cas. C'est un parti qui a soutenu François Hollande. C'est un parti qui, au deuxième tour, vote pour les candidats socialistes lorsqu'ils sont en tête. Et d'autre part, les écologistes qui sont assez dispersés et parfois imprévisibles, en tous les cas vu de l'extérieur. Leïla Haïchi nous a rejoint, sénatrice du groupe écologiste. Justement, Gérard Longuet nous disait à l'instant que le Parti socialiste est trahi par sa majorité, c'est vrai? Bonjour. Bonjour. Je ne pense pas qu'on puisse tirer des conclusions aussi rapides. Il y a effectivement des sujets sur lesquels on peut ne pas être d'accord, et typiquement sur le cas notamment de l'écotaxe, qui a suscité quelques discussions. Je regrette en tant qu'écologiste que ce sujet ait été suspendu par le gouvernement. J'ose espérer que ce sujet sera remis sur la table et que nous appliquerons l'écotaxe. Ceci étant, sur ce point, je pense qu'effectivement, compte tenu du fait que c'est votre majorité, Monsieur Longuet, qui avait nous parlions en son retraite temps... à l'instant, mais vous pouvez aussi parler de l'écotaxe, parce que finalement, ça fait partie aussi de la majorité. Vous parliez du fait qu'en fait, nous étions... il y avait une petite dissonance par rapport aux écologistes, simplement sur le sujet de l'écotaxe, par exemple. Typiquement, c'était pendant votre mandature. C'est une proposition de la droite, et il aurait été pertinent que ce projet, en tout cas, soit soutenu en termes de cohérence politique par l'UMP. Sur l'écotaxe, juste un petit retour en arrière. La formule est en effet venue du gouvernement de François Fillon, sous l'autorité du président de la République. C'était en 2007, c'est-à-dire il y a 6 ans. Depuis, et l'idée même de l'écotaxe était une idée à charge équivalente pour les transporteurs. Simplement, au lieu d'avoir un système qui était indifférencié, l'écotaxe, que je soutiens totalement, y compris maintenant, est un système qui a le mérite de faire payer au kilomètre utilisé. Simplement, il n'aurait pas fallu charger par d'autres dépenses, d'autres impôts,
les entreprises en général, les entreprises de transport, le carburant. À partir du moment où vous changez complètement l'équation économique, elle est aujourd'hui insupportable, alors qu'elle est pertinente, puisque c'est une taxe qui frappe les kilomètres utilisés. Leïla Haichi, et après on part sur un autre thème, s'il vous plaît. Monsieur Longuet, vous savez très bien que nous sommes en grande crise économique et qu'il appartient effectivement malheureusement dans ce contexte délicat d'avoir eu à prélever certains impôts. Ça c'est sur le premier point. En ce qui concerne diminuer les dépenses, ça c'est ma conviction. En ce qui concerne l'écotaxe, encore une fois, vous connaissez l'économie juridique du process. Vous savez très bien que si le gouvernement revient dessus, l'État devra reverser aux environs de 800 millions d'euros auprès de cette entreprise. Et encore une fois, c'est la majorité à laquelle vous appartenez qui a établi ce procédé et il n'est pas responsable aujourd'hui de revenir dessus. Encore une fois, je le regrette vraiment puisqu'il s'agit d'un vrai problème de société, un problème de santé publique, puisqu'aujourd'hui la pollution de l'air est un vrai sujet. C'est aussi une rigolade. Non, c'est pas du tout une rigolade. L'écotaxe, de vouloir appliquer une sanction, il faut absolument pas les dissocier parce que justement on est toujours en train de relayer au second plan les problématiques environnementales et de santé publique. Et aujourd'hui la pollution de l'air est un vrai sujet de santé publique. Nous avons environ 40 000 morts par an du fait de la pollution de l'air. La durée de vie s'allonge d'une façon constante. Donc, l'écotaxe est justifiée à ce titre et je trouve dommage. Et je trouve dommage. Eh bien, je le regrette. Vraiment, je le regrette. En revanche, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être d'imaginer une commission d'enquête sur le sujet. Pourquoi on établit ce type de procédé ? Ça a été demandé par le président du groupe socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Totalement. Pourquoi avons-nous décidé de pouvoir rémunérer l'entreprise à 250 millions d'euros pour prélever une taxe ? Réfléchir n'est jamais inutile. Qu'il y ait une commission pour approfondir, j'en serais tout à fait favorable, ça ne me pose simplement aucun problème. Je voudrais simplement dire que ce qui est intéressant dans l'écotaxe, c'est pas la pollution, puisque par définition, il y aura autant de diesel utilisé avec ou sans écotaxe. Ce qui est intéressant, c'est de faire payer les gens pour l'utilisation qu'ils font du réseau routier. Et en contrepartie, ce que je souhaite profondément, c'est que l'argent ainsi collecté améliore en termes de sécurité, de confort, de rapidité le réseau routier, ce que vous ne souhaitez pas. C'est la raison pour laquelle c'est assez paradoxal. Pour vous, l'écotaxe n'est qu'un impôt. Pour moi, c'est un outil pour investir. Deux questions d'actualité, messieurs, dames, et après, évidemment, on passera sur une autre thématique, celle de l'immigration, avec François-Noël Buffet. Cette pétition qui a été signée, qui s'appelle les 343 salauds, excusez-moi du terme, mais c'est le nom de la pétition, qui proteste contre la proposition de loi pour la pénalisation des clients de la prostitution. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est déplacé, monsieur Longuet ? Alors là, pour le coup, c'est du racolage médiatique dans la formule. La prostitution, je ne suis pas capable de porter un jugement. Ma science n'est pas universelle. Ce n'est pas un besoin que je ressens profondément et je n'ai pas à juger les autres. Leïla Haichi, sur ce thème-là, je trouve l'intitulé extrêmement déplacé, vraiment. Sur un sujet aussi grave, je le trouve extrêmement déplacé. Parce qu'on fait référence à l'appel des féministes. Là, il s'agissait des femmes à disposer d'elles-mêmes. Là, en ce qui concerne la prostitution, il s'agit quand même du fait de disposer d'un corps d'autrui. Donc, je trouve ce titre déplacé pour ma part. Et par rapport aux propos de Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'on ne parle que de ça ici et ailleurs, les propos de Marine Le Pen sur les ex-otages, qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur Longuet ? Je veux dire, bon sang ne saurait mentir, elle marche sur les traces de son père, tant mieux, son véritable visage apparaît. Madame Haichi, j'imagine que vous condamnez également, évidemment que je même si elle est revenue en arrière, il faut le dire aussi. Je trouve ça lamentable et je ne veux pas donner encore plus de relais médiatiques aux propos de Madame Le Pen. Merci beaucoup, monsieur Longuet, Madame Haichi, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va parler tout de suite d'un autre thème, le droit d'immigration, le droit d'asile, avec François-Noël Buffet. Mais d'abord, on va écouter le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui s'est exprimé dans l'hémicycle tout à l'heure. Pour ce qui concerne la réforme du droit d'asile, elle est en cours depuis plusieurs mois avec une concertation qui est menée par Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, notamment pour réduire les délais. Ils étaient autour de 20 mois sous le gouvernement précédent. Aujourd'hui, nous essayons de le ramener à 16 mois et l'objectif, c'est évidemment 9 mois. Mais c'est difficile, il faut des moyens, nous les avons donnés à l'OFPRA. C'est toute la procédure qui doit être revue pour réduire les délais au niveau national, dans une concertation au niveau européen et avec une organisation beaucoup plus directive pour ce qui concerne l'accueil sur notre territoire. J'espère, et je conclus avec cela, monsieur le sénateur, que nous arriverons, et c'est mon souhait, à une proposition consensuelle, parce que sur ce sujet-là, nous avons besoin qu'au niveau national comme au niveau local, nous trouvions les voies d'un consensus pour régler ce problème de l'asile et notamment du sort des déboutés du droit d'asile. François-Noël Buffet est avec nous, sénateur UMP du Rhône. Vous avez posé la question au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui vous a répondu droit dans les yeux, si on peut dire ça comme ça. Vous avez un problème spécifique avec des demandeurs d'asile dans le Rhône.
près de Lyon. Ils étaient implantés sous un pont près de la gare, c'est bien ça. Et ils vont sur votre commune de Oulin, il faut le préciser. C'est effectivement ça. Ce sont des demandeurs d'asile qui sont depuis plusieurs mois dans le 2e arrondissement de Lyon, qui viennent de faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Et le préfet de la région Rhône-Alpes a pris un acte de réquisition d'un terrain situé sur ma commune, dans un quartier en politique de la ville. Outre la méthode et la façon de faire que j'ai contestée, c'est l'opportunité de ce choix. Non pas que j'essaye de protéger ma commune et qu'il faut envoyer les gens chez les autres, c'est pas ça le sujet. C'est que le département du Rhône vit une pression migratoire extrêmement forte. 50% de hausse, c'est ce qu'a rappelé le Absolument. Manuel Valls tout à l'heure dans l'hémicycle en vous répondant. Et tous les jours sont logés plus de 3000 demandeurs d'asile. Donc la pression est très très forte, y compris les associations qui s'occupent des réfugiés, je pense singulièrement à Forum Réfugiés, disent que la pression est telle qu'elles ne peuvent plus elles-mêmes remplir leur mission et qu'il faut trouver d'autres solutions ailleurs et partager peut-être, en tous les cas, trouver d'autres solutions. C'est la raison pour laquelle j'ai contesté cette décision, d'une part devant le tribunal, mais également publiquement. La population s'est fortement mobilisée, c'est 6 000 signatures aujourd'hui, sur une petite commune de 26 000 habitants, dans un quartier de surcroît qui est en politique de la ville, dans lequel on essaye depuis de nombreuses années de rénover, et donc il faut vraiment... Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Les gens, d'abord, il faut savoir que dans notre commune, on accueille déjà 225 demandeurs d'asile, à travers le foyer à Doma, et puis dans un hôtel où le préfet place ces demandeurs d'asile. Il y a deux questions, il y a les conditions d'hébergement, le nombre de demandeurs d'asile, mais que vous dit la population? La population est dans une situation aujourd'hui d'exaspération et de forte tension. Donc c'est un élément de plus qui vient dans un climat général très difficile. Et donc elle n'accepte pas, en tous les cas, elle accepte difficilement cette situation. Et on peut la comprendre compte tenu des efforts qui sont déjà faits dans la ville. Bon, ça c'est une chose. Après, la demande d'asile, c'est un problème. Nous savons qu'à la fin de l'année 2013, la demande passera à peu près de 57 000 à 70 000 demandes par an au plan national, j'entends. Mmh. C'est énorme. Des délais pour l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile de pratiquement 19 mois, 18 mois pour rendre une décision. Le problème, c'est le délai? Le problème, c'est toujours le délai. Pourquoi? Parce qu'il alimente l'immigration clandestine et que des filières organisées engagent ce type de procédure pour pouvoir amener sur le territoire des personnes qui, en réalité, n'auront jamais l'asile politique au sens de la Convention de Genève, mais viennent sur le territoire et alimentent le système. Alors même que ce qui est grave, c'est outre le fait que l'on utilise cette procédure qui est dévoyée de son premier sens, des demandeurs d'asile justifiés, eux, doivent attendre. Et ça, c'est un problème. Ils viennent d'où, ces demandeurs d'asile? Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne Lyon, il s'agit d'Albanais et de Kosovars. Ça devient un problème national, mais aussi un problème européen, on imagine. Bien sûr, parce que sur la liste des pays dits d'origine sûre, des pays d'origine dits sûrs, il y a des discussions et il n'y a pas d'unité à l'échelle européenne. Or, nous avons besoin d'une unité à l'échelle européenne pour définir exactement quels sont les pays sur lesquels on ne peut pas renvoyer les gens parce qu'effectivement, il y a difficulté dans les pays d'origine et ceux où il n'y en a pas. Et à chaque fois qu'on quitte la liste des pays d'origine sûrs, comme l'on dit, eh bien, la demande d'asile augmente, mais elle n'est pas souvent justifiée. Alors par rapport à la réponse du ministre de l'Intérieur tout à l'heure dans l'hémicycle, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous allez participer, comme il vous le demande, à travailler en commun pour trouver des solutions? Écoutez, moi j'ai demandé au préfet de retirer sa décision et de reconsidérer la position qu'il a prise. Jusqu'à maintenant, on m'a opposé à un refus catégorique. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ouvre la porte en disant « nous allons reconsidérer ». Donc il y a un progrès. Donc, bien sûr, je constate qu'il y a un progrès. J'espère qu'il sera concrétisé très vite maintenant dans les faits. Mettons-nous autour de la table et regardons comment les choses peuvent avancer de manière positive, à la fois pour la commune et à la fois pour le territoire qui est le nôtre. C'est vraiment quelque chose de très très important. Vous pensez d'un mot très court que ce sera un des enjeux des élections futures? En tous les cas, c'est le type de situation qui favorise tous les extrémismes que nous ne souhaitons pas. Que les choses soient bien claires et que, voilà, il faut être à la fois... C'est un sujet difficile, mais c'est un sujet où il faut être très ferme et en même temps juste. Ça a été d'ailleurs le titre du rapport que j'avais commis il y a quelques années ici, au titre de l'immigration clandestine. Merci beaucoup, Monsieur Buffet, d'avoir répondu à nos questions. Nous en avons fini avec On refait la séance. Place à la suite des programmes sur les chaînes parlementaires.